Bonjour et bienvenue sur Radio CNV. Je suis Diane Parent et j'accueille aujourd'hui Catherine Schmider, qui est formatrice CNV et aussi coordinatrice éducation dans le réseau de la CNV. Voilà, et qui vient nous parler aujourd'hui de plusieurs projets dans ce domaine. Bonjour Catherine. Bonjour. Comment vas-tu ce matin? Écoute, je vais très bien. Je suis très joyeuse. Ce week-end, j'ai animé un module du cycle La CNV au service de l'éducation que j'ai lancé cette année à Aix-en-Provence. Et il y en a un aussi qui a été lancé à Paris avec Robert Ruy et Isabelle Desperriers. Et je suis très très heureuse de voir l'évolution des participantes et puis de voir ce cycle se construire. C'est quelque chose que j'avais envie de lancer depuis longtemps et je suis très heureuse. C'est une première. Oui, voilà, qu'il y a un cycle pour découvrir les bases de la communication non violente avec l'entrée éducation. Oui, c'est la première année qu'on a lancé ça. Avec des profs? Alors, ce cycle est ouvert à toutes les personnes qui ont un lien avec l'éducation, que ce soit au niveau professionnel ou parental. Et donc, il y a à la fois des personnes de l'éducation nationale, enseignantes, principales de collège, CPE, institutrices en RASED. Écoute, j'aimerais bien savoir plus. Et il y a une maman aussi qui vient. Voilà, ces projets tout à l'heure. Et en même temps, moi, j'aimerais bien savoir qui es-tu? Qui tu es, Catherine, pour te présenter un peu plus au réseau et voilà, savoir comment tu as intégré la CNV et comment tu en es venue là. Alors, je pourrais dire que je suis passionnée d'éducation depuis toujours. Et voilà, je crois que ça remonte à ma propre histoire d'enfant, où j'ai été, je pense, le modèle assez idéal dont rêvent la plupart des parents et des enseignants. La petite fille, puis l'ado, tout à fait gentil, raisonnable, autonome, attentionné, réussissant bien à l'école, première de la classe, réussissant même dans le sport dès que j'entreprenais quelque chose. Et voilà, qui rassure bien les parents et les profs. Et en même temps, moi, à l'intérieur de moi, je voyais bien que il y avait un espace de moi où, à la fois, j'avais très confiance dans mes compétences pour faire des choses, et en même temps, il y avait un espace où il y avait une sorte de mal-être. Voilà, et je comprenais bien, des fois qu'on entendait à la radio un ado qui s'est suicidé alors que tout allait bien et qu'il réussissait bien à l'école et que personne ne comprenait. Moi, je comprenais très bien à l'intérieur, mais j'en parlais à personne. Voilà, donc très tôt, ça s'est inscrit en moi qu'il y a une dimension dans l'éducation à prendre en compte qui est dans du subtil, dans de l'invisible, et qui est vraiment de l'ordre de écouter l'enfant, lui donner la place pour être lui-même. Voilà, il y avait quelque chose qui s'est développé en moi très tôt. Et en même temps... Écouter son monde émotionnel, j'imagine. Oui, voilà. Qui puisse avoir un espace pour être lui-même et être écouté, entendu, avoir le droit de penser différemment. Voilà, et pour moi, du coup, c'était assez compliqué même de devenir mère, parce que ça me semblait très très difficile d'élever un enfant, puisque j'avais vu ma propre mère avec vraiment plein de bonnes intentions et un super investissement pour ses enfants. Et en même temps, j'étais consciente de ma souffrance, et voilà, et je me disais, il peut y avoir un sacré décalage entre les intentions et puis ce qu'on transmet réellement. Voilà, il m'a fallu du temps et tout un travail sur moi pour retrouver mon propre équilibre, retrouver suffisamment de goût à la vie et avoir des outils à mon service et me sentir du coup en confiance pour oser donner la vie. Est-ce que tu veux bien nous partager ce qui t'a aidé, ce qui t'a encouragé justement à être davantage toi et à vouloir avoir des enfants et les mettre au monde? Donc
Moi, j'ai commencé à faire du travail sur moi, on va dire, en 91. J'avais donc 31 ans et j'ai commencé par faire un stage avec Jacques Salomé. Et là, en fait, vraiment, je suis sortie de là en me disant, j'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Ça a été la grande révélation de ce stage. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Et non seulement j'ai le droit, mais en plus c'est fondamental parce que c'est ça qui va me guider pour savoir qui je suis et qu'est-ce qui est important pour moi et du coup pouvoir vivre la vie qui me correspond. Ouais, ça, c'était vraiment c'était énorme, quoi. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Voilà. J'ai les émotions et je les vis et j'ai le droit et je m'autorise à les vivre. Oui, et comment dire, c'est surtout me reconnaître le droit d'exister, parce que ça avait été beaucoup, voilà, que c'était ma mère qui avait raison, et quand elle disait quelque chose, elle avait une manière de le dire où presque je me disais, mais j'ai même pas le droit de penser ni même de ressentir ce que je ressens, c'était ça. Voilà. Et donc ça me redonnait une autorisation d'exister. Voilà. Et voilà, et au passage par toi-même en fait. Ouais. Au passage, au cours de ce stage, j'ai aussi découvert toute la notion de l'écoute empathique. Voilà, qui pour moi est vraiment une clé dans la vie et une clé en particulier dans l'éducation. Et puis aussi, donc j'ai été enseignante, c'était mon premier métier, j'étais professeure d'éducation physique en collège, j'ai enseigné pendant 6 ans. Au début avec beaucoup de passion parce que moi je me voyais pas juste professeure d'éducation physique, je me voyais vraiment éducatrice à part entière et j'avais beaucoup de plaisir à aller au conseil de classe, à entendre parler des élèves dans toutes leurs dimensions, beaucoup de plaisir à aller aux réunions parents-prof, à rencontrer les parents, voilà, à accompagner les élèves. J'ai fait par exemple, j'ai proposé de l'interdisciplinarité avec une prof de maths. On a travaillé sur les intervalles, elle en maths et moi j'amenais les résultats des temps de passage en endurance avec les élèves pour que ça ait du sens pour eux. J'ai fait du tutorat avant que ça existe. Bref, je me suis beaucoup investie jusqu'à un moment où j'ai eu l'impression vraiment que j'avais beau m'investir, amener des choses, j'avais l'impression de gérer de l'échec scolaire. Voilà. Je ne pouvais plus aller au conseil de classe, c'était insupportable pour moi d'entendre dire au premier trimestre, ah celui-là il est nul, au deuxième trimestre il est nul, au troisième trimestre il est nul, et j'ai l'impression d'être complice de gérer de l'échec scolaire, et j'avais beau mettre plein de créativité et d'investissement, je n'arrivais pas à faire changer, à ce qu'on prenne en compte, qu'on permette à chaque élève, à chaque enfant de réussir comme je le souhaiterais, et comme j'ai besoin de... Pour moi c'est fondamental d'être passionné dans ce que je fais, eh bien, j'ai choisi de partir et de me mettre en disponibilité. Et tout ça pour faire le lien avec le stage de Jacques Salomé. Quand j'ai découvert ces outils de la communication, je me suis dit, mais pourquoi on ne nous apprend pas ça dans nos formations d'enseignants? Il y a vraiment des choses toutes simples à savoir et ça nous changerait tellement la vie à nous, les adultes, et aux enfants aussi, quoi. Oui, c'était douloureux pour toi de voir que il n'y avait pas ce lien, cette humanité qui était encouragée entre les adultes, les élèves, et qu'à un moment donné, j'imagine que c'était juste insupportable pour toi, quoi, parce que tu avais vraiment à cœur de pouvoir créer ce pont, ce lien. Oui, en termes de relations et de communication, il faut savoir que dans la formation des enseignants, il n'y a rien, quoi. Et donc, c'est pas étonnant. Dans la relation, en fait. Vraiment, dans la construction de la relation et de la communication. Il y a rien. Oui, il n'y a aucune formation dans ce domaine-là. Donc, chacun fait à partir de ce qu'il est, et la plupart du temps, on reproduit ce qu'on connaît, donc le système qu'on a connu. Et moi, je sais que quand j'étais enseignante, j'avais déjà, du coup, ce regard-là de vouloir donner la place à l'élève et pas reproduire ce système d'autorité-pouvoir qui existe partout. Et je tâtonnais toute seule avec ma propre créativité. Et quand j'ai découvert qu'il y avait des outils existants, je me disais, mais on gagnerait tellement de temps et il y aurait tellement plus de plaisir pour chacun et ça contribuerait tellement mieux à l'épanouissement de l'enfant et aussi à sa disponibilité aux apprentissages.
Ouais. Donc ça, il y a vraiment, j'ai l'impression, tout à construire dans ce domaine de la formation à la relation et à la communication, que ce soit chez les parents ou chez les enseignants. Ah oui, tout à construire. Et c'est vraiment, moi qui ai donné déjà pas mal de formations, aussi bien d'ateliers de parents que de formations pour des enseignants, où je n'ai jamais rencontré un seul éducateur qui ait des mauvaises intentions pour les enfants dont il s'occupe. Ouais. Ils sont tous pleins de bonnes intentions. Ouais. Et c'est juste le fait de ne pas avoir conscience de l'impact de nos manières de faire et de ne pas connaître d'autres manières de faire. Et du coup, simplement pouvoir faire connaître qu'autre chose existe et donner accès à ces outils-là. Et pour moi, la communication non violente est venue ensuite en 2002. Et pour moi, aujourd'hui, c'est l'outil que je trouve le plus simple de compréhension et le plus puissant en possibilité de transformation et qui, pour moi, vient vraiment nous donner les moyens de vivre nos intentions éducatives et pédagogiques au quotidien, à chaque instant. J'imagine que ça a été un grand soulagement pour toi, voilà, de voir que tu pouvais allier le savoir-faire et aussi le savoir-être avec cet outil-là. Oui, c'est ça, le fait de pouvoir vivre pleinement mes intentions, mes envies, d'avoir les moyens de le faire. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans le réseau de la CNV? Parce que je sais que tu es coordinatrice de l'éducation dans le réseau de la CNV, et j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton rôle et puis les projets que tu mènes aujourd'hui. Alors donc j'ai ce rôle officiel depuis décembre 2010 où je suis rémunérée 6 jours par mois par l'association pour ce rôle de coordination, sachant que c'est venu valider quelque chose que j'avais déjà impulsé depuis 2008 parce que moi je voyais tellement l'importance et ce que pouvait amener la CNV dans le domaine de l'éducation, et je trouvais qu'on n'en parlait pas beaucoup sur la scène éducative française, en particulier en milieu scolaire. Et mon envie, c'est que mon objectif, c'est qu'à terme, tous les personnels de l'éducation nationale soient formés dans leur formation initiale et continue à la communication non violente. Voilà, objectif. C'est une belle ambition, c'est une belle vision, je dirais. C'est une belle vision. Ouais. Voilà. Et donc pour ça, l'idée, c'était de déjà pouvoir montrer ce que ça apporte, donc rassembler les expériences. Donc ma première action, ça a été de pouvoir rassembler qu'est-ce qui se faisait, parce qu'au début, ça a vraiment été des personnes à titre individuel qui se sont formées sur leur temps libre et sur leur propre denier et qui retournaient dans leur établissement et qui expérimentaient des choses dans leur classe en n'osant pas trop en parler à leurs collègues. Et pour moi, l'idée, c'était rassembler les expériences, montrer ce que ça apporte, ce que ça change, ce que ça transforme, comment ça répond bien aux problématiques actuelles de l'école et aux intentions pédagogiques. Au passage, relier les gens entre eux en organisant des rencontres régionales, parce que moi je dis c'est les pionniers d'aujourd'hui et c'est pas facile d'être pionnier tout seul dans son coin, on pourrait vite se décourager. Donc j'ai lancé ça, l'organisation de rencontres régionales qui permet aux gens de repérer qui d'autre dans la région est investi dans l'éducation et a la même envie et du coup que ça puisse leur apporter du soutien mutuel. Et à chaque fois ces rencontres atteignent leur objectif dans ce sens-là, les gens repartent regonflés à bloc de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls, d'avoir échangé. Et souvent, le lien permet les projets. Voilà. Et ces rencontres régionales se font où, se déroulent où actuellement en France? Alors, je fais ça au fur et à mesure. Je profite des fêtes de l'association. La veille de l'Assemblée Générale, il y a une journée fête. Donc l'année dernière, c'était à Paris. Donc c'était là que j'ai fait une rencontre. Cette année, c'était à Rouen. Et entre-temps, j'en ai organisé une dans ma région. Moi, je suis dans le sud de la France. Donc, il y en a eu une qui a eu lieu à Aubagne l'année dernière. Il y en a eu une en Rhône-Alpes au mois d'août, suite à un stage d'éducation. Et puis, il y en a eu une à Blois au mois de décembre. D'accord.
Voilà. Et puis, il faut savoir qu'il y a des régions où, dans le sud-ouest, sous l'initiative de Louise Romain, il y a tout un groupe vraiment éducation qui est assez actif et ils ont des rencontres régionales régulières à Montpellier. Oui, je sais qu'ils sont très actifs autour de Louise dans le sud-est, sud-ouest. Oui. Voilà. Et là, par exemple, en région PACA, c'est des personnes de l'éducation qui étaient là à la rencontre de l'année dernière qui se chargent de l'organisation de la rencontre de cette année qui aura lieu au mois de juin. D'accord. Donc il y a des initiatives qui commencent un peu partout en France pour rassembler les personnes autour de l'éducation qui veulent se former et intégrer la CNV dans leur milieu. Voilà, et donc mon intention c'est d'en impulser dans chacune des régions. D'accord. Et puis qu'ensuite les régions deviennent aussi et une autonomie de fonctionnement pour ça. Voilà, donc ça c'est un des aspects vraiment rassembler les expériences, alors les mettre en évidence aussi, c'est ce qui est né, en fait la première rencontre que j'avais organisée c'était en juillet 2008, c'était une rencontre nationale éducation à Beaumont-en-Diois et dans un groupe de travail était née l'idée d'avoir un centre de ressources permanent qui puisse permettre de continuer à garder du lien à distance et puis de pouvoir bénéficier des expériences les uns des autres. Et ma réflexion m'avait amené à utiliser le wiki. Donc on a au niveau de la CNV un espace wiki, c'est comme Wikipédia, l'encyclopédie qui a été faite par les internautes, on a un espace comme ça collaboratif. Et dedans j'ai créé l'espace éducation. Et dans lequel il y a différents thèmes, il y a tous les aspects de l'éducation, parents-enfants, la petite enfance, l'école, tout ce qui va être de l'ordre des centres de loisirs, centres de vacances, les animations sportives, l'éducation spécialisée. Voilà, tous les thèmes sont déjà présents pour qu'ils puissent être complétés au fur et à mesure des gens qui s'investissent et que je rencontre et que j'invite à se mettre là. Et dans chaque espace, il y a une carte de France où ça permet de situer, que les gens se placent et comme ça chacun peut voir dans sa région qui est là et quand on clique sur le point sur la carte avec le nom de la personne, il y a l'accès à sa page utilisateur où elle peut décrire ce qu'elle fait, partager ses expériences. Puis ensuite, je commence à regrouper les outils, par exemple pour l'école, avoir accès école primaire, hop, tout de suite on peut avoir accès à plusieurs expériences en école primaire, etc. Et si justement là une personne qui nous écoute en ce moment aimerait s'impliquer davantage dans ce groupe-là, éducation CNV, vers qui il pourrait aller ou qu'est-ce qu'il pourrait faire? Là, le mieux, c'est de me contacter, moi, et puis ensuite, je peux la mettre en lien avec, suivant dans quel domaine elle est, la mettre en lien avec des gens de son domaine ou de sa région. D'accord. Donc de pouvoir, c'est ça, de mettre en lien les personnes au niveau régional, quoi. Bon, puis j'aime bien cette idée parce que c'est vraiment de fédérer les forces et puis que chacun sorte un petit peu aussi de sa solitude et qu'on puisse travailler ensemble pour une vision commune, quoi. Donc merci de proposer et puis de mettre tant d'énergie, Catherine, depuis des années à rassembler les personnes et je trouve ça très très important en ce moment. Voilà, si les personnes veulent avoir accès à l'espace wiki, je peux donner le lien. Oui. Donc l'adresse internet c'est www.nvc comme Nonviolent Communication en anglais. Donc nvcwiki, wiki.com. Et sinon, si on le cherche sur un moteur de recherche, on tape NVC Wiki et puis le premier site qui sort, c'est l'accueil du site français. D'accord. Donc ça, c'est le wiki. C'est pas le wiki éducation, ça. C'est le wiki de la CNV global. Et ensuite, quand on est sur la page d'accueil, en bas à gauche, il y a ce qu'on appelle le nuage des catégories. On voit plein de noms. Et leur taille est proportionnelle au nombre d'articles qu'il y a à l'intérieur et celui de l'éducation est gros. D'accord.
Donc en bas à gauche, on clique sur éducation, c'est ça? Voilà, dans le nuage des catégories, oui. D'accord. Et là, on trouve plein d'articles sur différents thèmes dans ce domaine. Voilà. Super. Et ben, merci pour ces infos. Et oui, je voulais aborder aussi avec toi un autre sujet qui, c'est des nouvelles fraîches, hein. Et puis voilà, il y a une grande nouvelle pour moi en tout cas et pour la plupart des personnes du réseau de la CNV qui ont manifesté leur joie et j'aimerais que tu nous en parles plus de cette nouvelle. Et tu l'annonces, voilà. Oui, alors bon, c'est tout récent puisqu'on a eu la réponse vendredi 13 avril, il y a quelques jours. Comme quoi. Et donc, je vais le faire dans l'ordre chronologique. Dans ma mission, l'idée, c'était donc de rassembler des expériences, de relier les gens, de mettre en place des formations CNV éducation, et aussi qu'on parle de la CNV sur la scène éducative, et donc je fais en sorte aussi qu'on parle de nous dans les médias, et aussi de contacter les institutions. Voilà. Et par rapport à ça, j'ai suivi de très près quand Luc Châtel a lancé les assises sur la sécurité à l'école il y a 2 ans. Il les a confiés à Éric Debarbieu, le président de l'Observatoire international de la violence à l'école, qui est quelqu'un qui est vraiment du côté de la prévention et de l'éducation, et pas du tout du côté de la répression. D'accord. Et j'étais émerveillée qu'il les confié à Éric Debarbieu. Donc j'ai suivi ça sur Internet, et puis dans les 5 propositions qui sont sorties, bon, il y en avait quand même 4 sécuritaires, parce qu'il n'y avait pas que lui dans ces assises, mais il y en avait quand même une, c'était développer la formation initiale et continue des personnels d'éducation nationale à tout ce qui est la gestion des relations, des conflits, de la classe. Voilà. Je me dis, waouh, il y a de l'ouverture. Ouais, et puis, Luc Châtel a organisé encore les assises sur le harcèlement à l'école au mois de mai dernier, et il les a aussi confiées à Éric Debarbieu. Et donc là, j'ai regardé le dossier de presse, et Éric Debarbieu avait bien avancé sur les propositions, sur les formations, etc. Et je me disais, c'est vraiment important que je le contacte pour que la CNV puisse être prise en compte dans ses propositions. Ouais. Voilà, puis j'ai pris le temps de lire tout le rapport qu'il avait fait au ministre, et là-dedans, en plus, j'étais étonnée de lire qu'il parlait de justice restauratrice, qui est quelque chose auquel on croit beaucoup dans le milieu de la CNV. On est un certain nombre à être allés se former l'année dernière avec Dominique Barter, qui est un Anglais qui vit au Brésil et qui est là-bas à développer les cercles restauratifs, et qui est une alternative à la justice punitive, et il travaille là-bas maintenant avec le ministère de l'Éducation et de la Justice. Et on est nombreux à vouloir faire connaître ça en France, certains dans le milieu de la justice, et on est plusieurs à vouloir le faire connaître dans le milieu de l'éducation, parce que ça nous semble apporter vraiment pour le milieu scolaire une alternative pour tout ce qui est gestion des conflits et même des problèmes de violence, pour sortir du système punitif avec les différentes sanctions qui vont jusqu'aux exclusions, etc. Voilà. Et donc j'ai été émerveillée de voir ça, et donc je lui ai écrit un grand mail pour lui présenter mon rôle de coordination, ce que la CNV pouvait apporter, lui dire combien ça nous intéressait aussi la justice restauratrice, et lui demander s'il pouvait me recevoir. Et donc en septembre, j'ai été reçue au ministère de l'Éducation nationale par Éric Debarbieu pour lui parler de la communication non violente. Voilà. Donc j'étais déjà très contente de ce pas-là. C'est déjà une grande victoire, ça. Oui. Et puis là, il m'a dit voilà, que ça l'intéressait, toutes les approches qui pouvaient apporter quelque chose, et la CNV l'intéressait, et qu'on allait voir comment pouvoir travailler ensemble, et en particulier que dans le cadre de cette campagne sur la prévention et la lutte contre le harcèlement, il allait sortir un appel à projet du Fonds d'expérimentation jeunesse, et qui nous invitait à y répondre. Voilà, donc l'appel à projet est sorti fin octobre, on a déposé fin novembre, et notre projet, qui donc est vraiment de l'ordre de la prévention, développer le bien vivre ensemble par la communication non violente pour prévenir le harcèlement à l'école. Voilà comment on s'est positionné. D'accord. A fait partie déjà des 19 projets qui ont été retenus sur 60. Et ensuite, il y avait une deuxième étape qui était de s'allier avec une équipe d'évaluateurs, puisque l'idée, c'est vraiment que ces initiatives soient évaluées scientifiquement pour ensuite, suivant leurs résultats, qu'elles puissent être reproduites. Voilà, et donc là, on a déposé, c'était fin janvier, et puis nous étions en attente du résultat que nous avons eu donc vendredi, et le projet de l'Association pour la communication non violente fait partie des 6 projets retenus. Voilà.
Donc j'imagine que, ouais, c'est beaucoup d'espoir, quoi. C'est beaucoup d'espoir pour les enfants, pour tout le personnel tout le personnel. Et j'aimerais savoir comment concrètement en fait ça va se manifester. Oui, moi là où je suis très heureuse, c'est que c'est un projet avec une évaluation scientifique, parce que ça faisait 2 ans que je me disais, voilà, moi je vois bien les effets, tous les gens qui donnent des formations, on voit bien tout de suite les témoignages des enseignants, de ce qu'ils en font, de comment ça leur change la vie. Mais on est dans un monde où les témoignages ne suffisent pas et il faut des preuves scientifiques, voilà. Et donc là, je suis très contente parce que c'est vraiment une expérience où il y a le côté évaluation scientifique qui est pris en compte en même temps et qui va être financé en même temps. Alors, est-ce que tu veux dire que dans le cadre d'un projet donc qui va être mis en place dans les écoles avec la CNV, il y a une équipe donc de je sais pas comment ils appellent, de scientifiques ou d'évaluateurs qui vont être là pour mesurer l'impact des formations, par exemple? Oui, tout à fait. Et là, comme c'est dans le domaine du harcèlement, ça va être une évaluation d'impact sur le harcèlement. On ne va pas forcément évaluer tout, parce que pour moi, il y aurait plein de domaines à évaluer. Alors, à travers le harcèlement, ça va quand même évaluer d'une manière un peu globale le bien vivre ensemble et les aspects prévention de la violence. Voilà. Mais il y a d'autres aspects pour moi, l'impact sur la motivation pour les apprentissages, par exemple, l'impact sur le bien-être et la santé des enseignants. Oui. Enfin voilà, pour moi, il y aurait plein d'impacts qu'on pourrait évaluer. Là, ce sera spécifiquement par rapport à l'impact sur le harcèlement. Bien sûr. Et sinon, très très concrètement, ça va se passer dans le diocèse de Blois. Donc le diocèse, c'est au niveau de l'enseignement privé. Et ce sera sur 10 établissements, 2 collèges et 8 écoles primaires. Donc 10 établissements, 2 collèges et 2 écoles primaires. Non, 8 établissements qui comprennent 2 collèges et 8 écoles primaires. D'accord, 2 collèges et 8 écoles primaires. Et donc qui sont déjà qui ont déjà été choisis, qui sont déjà au courant du projet. Oui. Pour déposer un projet comme ça, en fait, il a besoin d'être très très concret, vraiment relié au terrain. On ne peut pas déposer un projet général et puis voir après où on va le faire. D'accord, donc toi, tu avais déjà eu le contact avec ces établissements au préalable. Et tu leur avais proposé d'introduire la CNV à l'école et ensuite tu as déposé ça au ministère de l'Éducation. Oui. En fait, donc au moment où on a eu cet appel à projet, j'ai regardé où est-ce qu'on pourrait faire ça dans des endroits déjà sensibilisés. Oui. Et il y avait l'importance, enfin ce qui était important, c'était qu'on puisse faire ça sur un certain nombre d'établissements. Et qui est quand même une unité de lieu par rapport à l'évaluation. Parce qu'on a maintenant en France un certain nombre d'établissements où il y a des gens qui ont lancé des choses, mais c'est ponctuel. On a des gens à Lille, on a des gens pas loin de Nantes, on a des gens à Lyon, à Chambéry, enfin voilà. Mais à chaque fois, c'est un établissement par-ci, par-là, et donc pour l'évaluateur, c'était pas jouable de se balader comme ça partout en France. Et il y a le diocèse de Blois où le directeur diocésain, a lancé un projet d'éducation à la relation pour tous les établissements scolaires du département. Voilà, et moi je suis en lien avec eux depuis maintenant 1 an et demi, puisque il y a eu une grande journée de lancement en décembre 2010, ou fin novembre 2010, où Thomas Dansembourg est venu animer une journée pédagogique pour tous les personnels de tous les établissements scolaires privés catholiques du Loir-et-Cher. D'accord. Voilà. Toutes catégories de personnel confondues, tous vécu une journée animée par Thomas Dansembourg. Et depuis, il y a eu, qui j'imagine a été déjà des choses qui se sont lancées dans différents endroits.
Et voilà, donc c'était un lieu où il y avait vraiment une volonté au niveau des autorités d'aller là-dedans, et déjà des gens qui étaient dans l'ouverture et dans la demande. Maintenant, ils sont vraiment dans la demande d'avoir des formations, des outils. Donc voilà, Jérôme Brunet, le directeur du diocésain, m'a mis en lien avec des écoles. Et voilà, donc ça s'est construit vraiment avec des établissements volontaires. Et est-ce qu'il y a déjà eu des choses qui ont été faites là-bas, ou est-ce que le projet va démarrer là? Là, avec la communication non violente, non, le projet va démarrer. D'accord. Il y a déjà eu des choses qui ont été faites aussi. Par exemple, il y a un colloque. Il y a déjà eu un colloque aussi en décembre où là, en tant qu'association communication non violente, on a été co-organisateur du colloque, avec en particulier l'animation d'un World Café pour permettre aux gens de partager ce qu'ils avaient pu commencer à mettre en place dans l'année, de se connaître, de se relier, et puis avec des ateliers dans l'après-midi, différents ateliers pour découvrir des choses. Et il y avait des ateliers sur les jeux coopératifs, il y avait des ateliers sur apprendre à travers le jeu, il y avait les ateliers Faber et Maslich, parler pour que les enfants écoutent ou apprennent. Oui. Et puis avec au niveau communication non violente, nous, il y a eu un atelier de communication non violente, un atelier de découverte des cercles restauratifs et un atelier de découverte de la sociocratie. Wow. Donc tous les outils de changement social. Super. Et j'imagine que cette journée a été bénéfique. Est-ce que vous avez, et surtout positive, et est-ce que vous avez eu des retombées là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des retours positifs? Oui, les évaluations de la journée, les gens ont été très contents des différents aspects, du lien créé à travers le World Café. Ça, c'est assez magique, ces nouveaux outils pour travailler en grand groupe comme ça. De pouvoir être une centaine de personnes qui ne se connaissent pas, et puis assez rapidement de pouvoir créer du lien les uns avec les autres. Pour décrire très rapidement le World Café, on se met par petite table de 5, et puis il y a une question, et tout le monde parle autour de la question pendant 20 minutes, et puis après, tout en prenant des notes, voire des notes sous forme de dessin sur la table, et après tout ça c'est affiché, et hop, après on change, et chacun va à une table différente, et rencontre 5 autres personnes, mais il arrive avec la richesse du partage des gens qui étaient à sa table. Et voilà, il y a une autre question, et on continue à avancer, puis on fait ça encore une fois. Et donc en fait, en peu de temps, on a créé du lien direct avec 15 personnes, et à travers ces 15 personnes, on a eu du lien avec je ne sais pas combien de personnes, quoi. Voilà, donc ça c'était très joyeux. Et les ateliers, ça répondait vraiment, vraiment à la demande des gens, et ils étaient demandeurs d'en avoir plus, quoi. Ils étaient assez frustrés d'avoir pu vivre un seul atelier dans l'après-midi. Voilà. Donc il y a une grande demande l'étape de prise de conscience que prendre en compte la relation c'est important, et qu'il existe autre chose que ce qu'on connaît, ça y est, elle est faite. Et maintenant il y a une grande demande, concrètement on a envie d'avoir des outils. Voilà. Est-ce que tu arrives à gérer toutes ces demandes? Mais c'est la question qu'on commence à se poser, parce que au-delà donc du diocèse de Blois, au niveau France, les demandes des établissements scolaires arrivent de plus en plus. Et c'est joyeux. C'est joyeux. Je trouve qu'on est en train de passer un virage où jusque-là, on était beaucoup dans faire connaître que la CNV existe, faire connaître ce qu'elle peut apporter. Et là, on est en train de passer un virage où, au niveau du milieu scolaire, il commence à y avoir de plus en plus de parents ou d'enseignants ou de chefs d'établissement qui ont entendu parler ou qui ont découvert eux-mêmes la CNV et qui ont envie d'impulser un projet dans leur établissement. Et on voit les demandes nous arriver. Et du coup, notre orientation aujourd'hui, elle est à 2 niveaux. Elle est de trouver des moyens pour soutenir les projets, parce que ça, c'est une fois que l'établissement veut lancer un projet, il cherche les moyens de comment financer les formations. Et c'est pas évident, parce que l'éducation nationale n'a pas
toujours beaucoup de moyens à y mettre, et avec la communication non violente, l'idée c'est d'instaurer des projets sur de la durée. On ne va pas changer les choses en 2 journées de formation. Et donc c'est important tout de suite d'envisager le projet au moins sur 2 ans. Et du coup, de trouver les moyens pour faire ça. Voilà. Donc ça, c'est un des axes sur lesquels on... Parce que ça veut dire de payer un intervenant extérieur, ça veut dire de pouvoir gérer les créneaux horaires des profs et du personnel. Il y a quand même beaucoup de voilà, pour le moment, en tout cas, je vois que c'est pas des freins, mais en tout cas, il y a des obstacles, quoi, à faire entrer tout un projet sur 2 ans comme ça dans un établissement scolaire, quoi. Oui, et donc pourquoi un projet sur 2 ans? Parce que l'idée pour nous, c'est vraiment de former les personnels à intégrer la communication non violente pour eux-mêmes, déjà aussi dans la relation entre eux, parce que souvent au sein des équipes il y a des tensions, comme au sein de toute équipe, et c'est trop dommage de perdre son énergie dans les relations entre adultes alors qu'il y en a tellement besoin pour la mettre au service de la relation avec les jeunes. Et moi je parle beaucoup de devenir des équipes soutenantes au lieu d'être des équipes où on perd de l'énergie dans des conflits ou dans des non-dits. Voilà. Comment devenir des équipes soutenantes. Et aussi, c'est difficile de demander aux jeunes d'avoir des modes de relation respectueux entre eux quand nous, adultes, on ne sait pas le vivre entre nous, on ne sait pas être des modèles de ça. Voilà. Et plus il y a une qualité, la qualité de relation entre adultes a un impact dans l'établissement et du coup un impact sur le comportement des jeunes. Donc il y a vraiment... Toi, tu dirais d'abord travailler sur la qualité de relation entre les adultes et ensuite amener en fait la formation ou ces connaissances-là auprès des jeunes. Oui, et qu'elles soient amenées par les adultes de l'établissement eux-mêmes. Très souvent, ce qui se passe, c'est des interventions auprès des jeunes et par des intervenants extérieurs. Oui. Mais quand l'intervenant extérieur est parti, il y a d'autres jeunes qui arrivent et il faut recommencer. Et pour nous, ça a beaucoup plus de sens de former les adultes de l'établissement, à savoir transformer leur manière d'être en relation, donc quand ils l'ont fait entre eux, après transformer leur manière d'être dans la relation d'autorité avec les jeunes, que ce soit les enseignants avec leur classe, que ce soit au niveau de la vie scolaire, que ce soit même les personnels de cantine, voilà. Et au niveau des enseignants, en fait, les former à la capacité à l'utiliser déjà dans le quotidien de leur relation dans la classe et aussi à savoir animer des heures de vie de classe. Ce qui va permettre de gérer la relation au sein de la classe, chose qu'on ne fait pas d'habitude. On met les gens ensemble et puis on dit que ça fait un groupe. Mais on sait bien que tout groupe, il a quand même une vie et que souvent... il y a des nœuds, des tensions qui se créent, et si on ne prend pas le temps d'installer déjà dès le départ des choses qui favorisent des relations fluides, et puis de prendre des espaces pour dénouer les nœuds, ça se tend de plus en plus, et ça a des impacts à tous les niveaux sur les comportements, la violence, le harcèlement, le mal-être a des conséquences sur la tendance aux addictions des jeunes, et puis quand on n'est pas bien en cours, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie d'apprendre, voilà. Donc tout cet aspect-là et le fait d'animer des heures de vie de classe, mais c'est ensuite un moyen en fait de transmettre ça aux jeunes. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu entends par animer des... Comment tu appelles ça? Des heures de vie de classe. Animer des heures de vie de classe. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est prendre une heure où là le but c'est pas ni d'apprendre les maths, ni le français, ni autre chose, c'est comment ça va? Comment ça va dans la classe? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui va bien? Et dont on pourrait se réjouir ensemble et se remercier mutuellement. Et aussi, est-ce qu'il y a des choses qui font que vous n'allez pas bien et que ça vous donne pas envie de venir et que ça vous donne pas envie d'apprendre et comment on peut se le dire et s'écouter mutuellement et entendre les besoins les uns des autres et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vivre bien ensemble.
là là, bah écoute, tu peux pas t'imaginer comme ça me réjouit d'entendre ça. Parce qu'il y a une dizaine d'années, j'habitais au Québec et j'écrivais ma thèse sur l'impact d'une communication plus relationnelle dans les écoles, avec justement une heure de cercle de communication dans les classes par semaine. Et ensuite, j'ai analysé en fait l'impact que ça avait eu sur les profs et sur les élèves. Donc après une année d'expérience en fait. Ouais. Et voilà, c'était juste tellement bon de recevoir le retour, non, aussi donc bien sûr des adultes, mais surtout des jeunes, et qui témoignaient de l'impact positif sur leur envie de collaborer davantage, sur leur envie de dialoguer, d'exprimer leurs émotions. Et moi, ça m'avait énormément touchée. Et tu vois, ça fait 10 ans. Et là, voilà, je suis vraiment touchée de voir que c'est en train de se mettre en place, quoi. En France, et que c'est une réalité. Et pour moi, ouais. Ouais, est-ce que toi, tu as pu... voix de l'espoir. Hein. Est-ce que tu as pu goûter, il y a 10 ans, au Canada, tu te dis, waouh, c'est en train d'arriver en France et ça va pouvoir se mettre en place. Voilà, et moi je vois vraiment les enseignants qui découvrent la CNV, alors les enseignants de maternelle et de élémentaire qui sont seuls dans leur classe toute l'année, ils mettent ça très très vite en place. Il y a par exemple, j'ai incité Marie-Luce Tessonnier qui est une enseignante en maternelle qui utilise ça maintenant depuis un moment et qui a fait un super travail dans une classe de maternelle où donc je l'ai incité à faire un article qui est paru dans un numéro de Non-Violence Actualité il n'y a pas très longtemps, le numéro sur l'écoute. Et moi je suis émue à chaque fois que je relis son article de voir comment en une année les enfants développent la capacité à se dire les choses très simplement, et puis à se faire des demandes et à gérer leurs conflits. Et voilà, ils apprennent ça à 3 ans, 4 ans, quoi. Donc, c'est vraiment fascinant de voir la capacité qu'ils ont à intégrer le processus et puis à se faire de l'écoute, à faire des demandes, effectivement. Voilà, après les endroits qui ont mis en place comme ça 1 heure par semaine, les enseignants témoignent que ça permet que les enfants sachent mettre de côté un problème parce qu'ils savent qu'il y aura un espace pour en parler. Et du coup, de garder de la disponibilité aux apprentissages sur le moment, parce qu'on leur dit « Ok, j'ai entendu, et maintenant, est-ce que tu es OK qu'on en parle dans l'heure de vie de classe ou dans l'heure de conseil ?» Voilà. Et comme il sait qu'on va en parler, toc, il peut mettre de côté et il peut garder de la disponibilité à l'instant. Alors que quand il n'y a pas ces espaces-là, quand un enfant vit un problème relationnel et qu'il l'envahit au niveau émotionnel, mais il est complètement plein de ça et absolument pas disponible aux apprentissages pendant je sais pas combien de temps, et du coup très très réactif, et voilà, il y a des tas de problèmes de discipline qui peuvent avoir lieu à cause de ça. Décharge de la violence autrement, et donc voilà. Ouais. Alors que là, il y a cette sécurité, cette confiance que, soit la charge émotionnelle, soit le problème va être abordé, et donc il y a une disponibilité pour autre chose. Oui, et en fait, ça va très vite. Je vois dans le stage de ce week-end, là, il y a une enseignante qui a donc découvert la SNV il n'y a pas très longtemps, là, puisqu'on a commencé le cycle en novembre, en janvier, mais elle avait fait une journée en novembre. Et il y a une classe dans laquelle elle enseigne où il y avait une grosse dispute entre 3 ou 4 jeunes, et du coup, il y avait eu 2 clans, et plus personne ne se parlait. Et les élèves arrivent en cours, et c'était le grand silence. Alors, il y en a pour qui c'était confortable, mais en fait, c'était mort, complètement mort, quoi. Mais ça devenait quand même insupportable pour la plupart des enseignants qui devenaient assez très critiques, voire agressifs, et qui se plaignaient au conseil de classe, de cette classe, etc. Et voilà, elle a décidé de parler avec eux. Et puis, en fait, comme on avait parlé des cercles restauratifs dans la formation, elle a commencé à lancer un début de cercle restauratif. Et puis elle dit, c'est même eux en fait qui... 1 heure n'a pas suffi, à la fin de l'heure c'était encore assez tendu. Et je leur ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit, mais madame, on continue. Et puis j'ai appris qu'entre-temps, entre les 2 heures où on a fait ça, ils ont déjà commencé à se reparler dans la cour et dans le bus. Et puis pour l'heure d'après, ils ont dit, mais madame, ce qu'il faudrait, c'est que vraiment on fasse un bâton de parole qui circule et que chacun dise. Et voilà, et chacun a dit. Et puis ça y est,
ça y est, c'est dénoué, c'est reparti. Alors elle dit, maintenant, ça y est, ils arrivent en cours, ils sont vivants, bruyants et tout. Voilà. Et je me dis, c'est fou, parce qu'en fait, c'est juste parce que les enseignants, mais les adultes en général aujourd'hui, n'ont pas ces outils-là. Et que du coup, ils se sentent impuissants. Ils ne font que constater. Alors que dès qu'on a l'outil, c'est tellement facile. Ben, tu vois là, tu en donnes juste un tout petit morceau et moi je serais très curieuse d'en savoir plus sur les situations concrètes justement et ce qui se passe dans les classes, qu'est-ce que tu vis avec avec les parents, avec les élèves, les retours que tu as et ça prendrait encore une autre heure et en fait voilà, je te fais une demande. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on on prenne un autre temps en fait cette semaine ou la semaine prochaine pour parler de tout ça de manière plus concrète écoute, volontiers. Moi, ce que je veux préciser, c'est que moi, je n'interviens pas directement dans les classes. D'accord. Avec les élèves. Moi, j'interviens vraiment avec les adultes pour leur amener toute cette approche qui leur permet de vivre une autre qualité de relation avec les jeunes et d'amener ça aux jeunes. Voilà. Et est-ce que tu aurais aussi peut-être des témoignages d'autres formateurs ou d'autres personnes à nous partager en complément? Est-ce que tu veux dire... moi, ce que je me dis, c'est que ça pourrait être sympa que tu puisses interviewer des enseignants sur... depuis que j'ai découvert la CNV, voilà ce que ça a changé dans ma vie, dans ma classe, etc. Par exemple. Oui. Ça me parle. Et puis, il y a aussi un autre endroit, c'est... donc là, on a beaucoup parlé de l'école. Et donc, même si c'est l'axe principal, parce que là, aujourd'hui, je ne peux pas être sur tous les fronts. Pour moi, il y a aussi tout le domaine de la parentalité et de développer des ateliers pour les parents. Et puis, il y a tout le domaine des activités de loisirs pour les jeunes. Et on est en collaboration avec une association qui s'appelle Le Petit Prince, qui organise des séjours pour les jeunes qui sont vraiment axés là-dessus, sur développer la qualité de relation. Et qui font un super travail. Et donc, ça pourrait être vraiment aussi un sujet d'interview. Et qui font des stages famille et CNV, c'est ça? Voilà. Il y a à la fois des séjours pour les jeunes, que entre jeunes, et ils organisent aussi des séjours en famille. Voilà, pour vivre ensemble, en famille, cette qualité de relation. J'ai entendu des retours après des familles qui ont fait ce stage et qui ont été enchantées. Enchantées. Ça a transformé des relations, ça a ouvert des espaces de communication entre eux, des espaces de confiance aussi, de sécurité. Et j'étais très très émue d'entendre ces partages. Ouais. Et aussi par rapport à la parentalité, parce qu'on entend beaucoup de parents, en tout cas moi j'entends beaucoup de parents qui se retrouvent un peu impuissants ou démunis par rapport à l'éducation, par rapport à la relation. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui se font dans ce domaine de la parentalité et j'aimerais savoir si toi tu as entendu parler de projets qui se font autour de ça. À part les séjours famille, moi j'ai animé plusieurs ateliers pour les parents. C'était plutôt autour de 2007-2008 et où pour moi c'est aussi vraiment une des voies et j'incite dans notre groupe éducation, j'incite vraiment les formateurs, les intervenants à développer des ateliers pour les parents. J'aimerais vraiment qu'on ait une offre d'ateliers pour les parents avec la CNV sur toute la France. Donc c'est en cours. Voilà, ça fait vraiment partie des objectifs et des choses qu'on construit doucement. Et s'il y a des parents qui écoutent l'interview et qui seraient intéressés par des ateliers pour les parents, qui se manifestent. Et parce que ça peut se rejoindre, quoi. S'il y a de la demande à un endroit, hop, c'est... Exactement. S'il y a de la demande mettre en lien ensuite un intervenant. Alors je sais que Nathalie Dard va proposer des ateliers, des groupes de pratique vers Bordeaux.
Et puis moi, j'en proposerai sur Toulouse à partir de septembre. D'accord. Voilà, c'est les deux projets là qui me dont j'ai conscience là actuellement. Mais bon, j'imagine que si il y a d'autres formateurs aussi qui écoutent l'entrevue, et ben qu'ils t'appellent et qu'ils pour t'informer. Hein. Voilà, et donc je pense qu'on va mettre ça justement sur le wiki. Et de la même manière qu'il y a la liste des groupes de pratique, de pouvoir mettre une liste de groupes de pratique spéciale éducation et aussi un endroit dans l'espace parents, un endroit, une carte de France des ateliers parents, à terme. Oui, oui. Voilà, en tout cas, c'est magnifique de voir tous ces projets se développer partout en France aussi. Et là, c'est en train vraiment de prendre de l'essor, quoi. Et c'est beau. Ouais, tout à fait. Quand tu disais donc groupe de pratique, ça me faisait penser que pour moi on est vraiment en train de passer d'une étape où j'étais coordonnatrice nationale et je reliais tout ce que je voyais, et puis là ça prend un tel essor que je suis en train de passer à la deuxième phase qui est de la régionalisation. Et donc par exemple il y a un groupe de pratique qui est un groupe CNV éducation qui est en train de se mettre en place donc en Rhône-Alpes sous l'impulsion de Marion Guiton. Donc tu dis Nathalie Dard à Bordeaux, elle va lancer un groupe éducation, voilà. L'idée c'est vraiment d'aller vers ça maintenant, que dans chaque région il puisse y avoir un groupe éducation. Et puis là par exemple au niveau du milieu scolaire, je suis aussi en train d'impulser qu'il puisse y avoir du lien, par exemple les CPE, conseillers principaux d'éducation. Et il y a une CPE là qui est très motivée par ce qu'elle fait, et je lui ai proposé du coup de coordonner les CPE pour qu'ils puissent avoir des échanges entre eux. Et puis pareil, une conseillère d'orientation psychologue, je lui ai proposé de coordonner les conseillers d'orientation psychologue, que chaque secteur puisse aussi créer du lien entre eux et faire connaître dans leur domaine, etc. Voilà, donc on est vraiment en train de, oui, comme tu dis, de se développer. Super. Et peut-être que j'aimerais pour la fin encore réécouter ta vision, parce que c'est doux à mes oreilles. Je me dis que ça m'encourage, voilà. Est-ce que tu veux bien nous rappeler la vision que tu as? Ma vision, c'était, est-ce que tu veux parler de, quand je dis mon objectif, que tous les personnels de l'éducation nationale soient formés en formation initiale et continue avec la communication non violente, c'est ça? Oui. Parce que j'avais entendu cette vision lors de notre rencontre la dernière fois sur Paris, et c'était j'avais beaucoup aimé. Et alors je peux te partager ma vision pour les parents. Oui. Parce que quand j'ai animé ces ateliers donc en 2007-2008, il y a vraiment ce qui m'a frappé, c'est que il y a plein de parents qui disaient alors il y avait deux types de parents qui venaient aux ateliers, des parents qui étaient tout de suite conscients, qui ne voulaient pas reproduire ce qu'ils avaient vécu eux et qui avaient entendu parler qu'autre chose existait, et ils venaient tout de suite se former. Ça, c'était des parents avec des enfants très jeunes, voire avec des bébés. Ils voulaient tout de suite avoir les outils pour faire autrement que ce qu'ils avaient reçu. Et puis il y avait une autre catégorie de parents, c'était ceux qui arrivaient parce qu'ils étaient dépassés. Donc souvent avec les enfants 10, 12, 14 ans, mais des fois même une fille de 4 ans, elle gérait plus rien du tout, c'était le why à la maison. Voilà, et là, tous ces parents-là, quand ils découvrent les outils, ils sont là, mais pourquoi j'ai pas su ça avant? Alors ce qui est rassurant, c'est que c'est jamais trop tard, ça je tiens à le dire. Voilà, et ils ont pu témoigner de comment ça avait transformé l'ambiance familiale. Et donc je me disais, comment faire en sorte que les parents sachent que ça existe? Et puis il y avait aussi des parents qui étaient intéressés, mais pour qui le coût des ateliers était trop élevé. Et voilà, c'est une problématique parce que moi je suis financée par personne pour faire ça, donc j'ai aussi besoin de vivre. Et voilà, je me disais, et comment rendre ça accessible à tous les parents? J'avais ces deux choses-là. Comment faire que tout le monde sache que ça existe et comment rendre ça accessible à tous les parents? Et l'idée qui m'est venue, c'est que j'aimerais bien qu'à terme, au niveau de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, de la même manière que quand on fait sa déclaration de grossesse, on reçoit rapidement une aide pour l'accueil du jeune enfant, et on recevrait un crédit pour des ateliers de parents où il y aurait en particulier des outils de communication. Et on pourrait s'en servir, ou pas s'en servir, mais au moins on saurait que ça existe et on aurait les moyens d'y aller si on a envie.
Et puis, donc on pourrait, pendant la grossesse déjà, découvrir la communication non violente, avoir la conscience des besoins. Ça pourrait nous servir aussi pour notre couple parce que quand l'enfant arrive, il y a pas mal de choses à gérer, de différents. Et puis, voilà, puis accueillir notre enfant avec cette conscience-là. Et puis, de la même manière qu'on a des visites médicales gratuites à des périodes de la croissance de l'enfant, on pourrait avoir accès de nouveau à un crédit atelier de communication et de parentalité pour avoir de nouveau des choses pour nous accompagner dans le développement de notre enfant. Que penses-tu de cette idée? J'adore. J'adore. Je crois que j'y aurais même pas pensé. Donc pour moi, c'est comme si ça m'ouvre à des portes, des possibilités. Voilà, là, j'ouvre des grands yeux parce que j'y aurais même pas pensé. Et c'est ça que j'aimerais reconnaître chez toi, Catherine, c'est déjà ta créativité et aussi toute l'énergie que tu mets depuis des années dans ce sens et la vision que tu as et toute ta volonté, pas juste la volonté, mais toutes les actions que tu mets en place pour fédérer les gens. Et voilà, moi je suis fan, quoi. Je suis fan de cet univers. Écoute, je te remercie. Et moi, je fais ça vraiment avec joie. Et je dis que voilà, que ce rôle de coordination, c'est très très joyeux parce que ça me permet de voir tout ce qui bouge. Et que moi, je me vois vraiment du côté de l'espoir. Voilà, quand je rencontre plein de gens qui sont, par exemple, dans les établissements et qui mesurent la souffrance de tout le monde, des adultes, des enfants, et puis qui voient la lourdeur du système et tout ça, qui sont souvent du côté plutôt du désespoir. Ouais. Moi, j'ai la chance d'être du côté de l'espoir parce que je vois ce qui bouge. Et du coup, je suis heureuse après, avec mon rôle de coordination aussi, de pouvoir retransmettre cette information et du coup de voir les gens repartir plein d'espoir et plein d'énergie. Et voilà, je suis très joyeuse de jouer ce rôle-là et je me sens à ma place. C'est pour moi, être à sa place dans la vie, c'est que nos talents, ce qu'on aime faire, ça serve la communauté et moi j'ai la chance de faire ça. Si les parents t'entendent, ou les éducateurs et toutes les personnes dans l'éducation qui ont envie de te joindre, voilà, comment ils peuvent te joindre? Le mieux, c'est de m'envoyer un mail. Parce que comme je suis beaucoup en déplacement ou en animation, je ne suis pas forcément facilement joignable par téléphone. Et le mail, ça, je le regarde très très souvent. Donc je sois. Donc mon mail, c'est kat.schmider@infonie.fr. Alors j'appelle Kat, C-A-T-H, .schmider, S-C-H-M, comme Maurice, I-D-E-R. D comme Denis. D comme Denis. Voilà. Arrobase, infonie. I-N, N comme Nathanaël, F-O-N encore, I-E.fr. Donc kat.schmider@infonie.fr. Super. Merci Catherine, merci d'avoir été là pour partager tout ça et d'être à l'origine de toutes ces initiatives. Ça donne beaucoup d'espoir et puis moi j'aurais plaisir à te reparler d'ici quelques temps, quelques semaines, quelques mois pour voir l'évolution de ce projet près de Blois, c'est ça? Et puis entre-temps, je vais interroger un enseignant pour voir qu'est-ce qui se passe d'un peu plus près. D'accord. Écoute, merci à toi de m'avoir donné cet espace pour partager ce qui me passionne. Avec plaisir, Catherine. Et puis, bonne continuation et puis belle vie à la CNV dans l'éducation. Merci et belle journée à toi. Au revoir. Au revoir.